Jogging on l'air, ngay doxe. What you know about loving you, big thanks. Your face in my dreams, your name on my wrist, man. Your body on my bed, your smell on my pillow. Baby, yeah, some of them, black and yellow. Yo, what up, Supercell. Comme je vous l'avais promis, voici la deuxième vidéo. Révélation choc, je tenais à partager ce qui s'est passé pendant et après mon accident. Il s'est passé des choses incroyables. Je ne pouvais pas le garder, il fallait que ça sorte. Après cet épisode-là, c'est fini, on oublie l'accident, on passe à autre chose. On va continuer les vidéos bien sûr avec des thèmes beaucoup plus positifs, des choses qui n'ont rien à voir avec mon accident pour donner de la force aux gens, pour que les gens relativisent parce qu'il y a des gens qui sont dans mon cas et ils ont du mal à accepter. Moi aujourd'hui j'en ai donc je veux partager cette force-là avec les autres, pourquoi pas. So yeah, let's just do it. Okay. Comme je vous avais promis, le jour de l'accident, il y a un truc que je n'ai pas dit dans la première vidéo. On est arrivé dans un hôpital, un premier hôpital. Ils ne nous ont pas acceptés parce que c'était le jour de Pâques, c'était un jour de fête, donc il n'y avait pas de médecin. Notre cas était tellement grave qu'ils ne savaient pas quoi faire, donc ils ont préféré ne pas prendre la responsabilité de nous garder. Donc ils ont dit juste qu'ils ne pouvaient pas nous prendre. On est parti dans un deuxième hôpital, même chose. Je ne veux pas citer de nom ni d'endroit spécifique. On est parti dans un troisième hôpital. Ils nous ont acceptés très difficilement. Il a fallu que tous mes gars crient sur le personnel. Il n'y avait même pas de médecin, c'était des infirmiers de garde ou je sais pas. J'étais en train de perdre beaucoup de sang et la fille avec qui j'étais aussi. Notre cas était vraiment critique. Les médecins ne voulaient rien faire sans argent. Il fallait payer pour tout. Imaginez, on n'avait pas d'argent parce qu'il y avait moi et la fille. Rien que le premier jour, on a dépensé au moins 450 000 facile sur des petits détails. On a appelé de gauche à droite pour trouver des médecins. On n'avait pas assez un jour de fête. Au dernier moment, on a trouvé des médecins. Ils sont venus. Donc, tac, ils voient mon cas, ils voient le cas de la fille avec qui j'étais. Et ils nous envoient en radio. Donc, on m'amène dans la salle pour faire la radio. La machine en panne. J'étais entre la vie et la mort. Quand l'hôpital nous acceptait, on ne voulait pas prendre le risque d'aller dans un autre hôpital et qu'on nous refuse, qu'on ait à revenir dans le même hôpital. On ne pouvait rien faire. On ne pouvait que attendre. La situation était là. On était obligé de faire avec cette situation-là. On n'avait pas le choix. On a appelé le technicien pour qu'il vienne. Le technicien, il arrive, il répare la machine pour faire les radios. On fait les radios. Les médecins disent que là, je vais devoir entrer en bloc opératoire. Tac. Après les multiples fractures que j'avais à la jambe et au bras, il fallait des broches et des clous. Donc il faut faire quoi? Il faut aller acheter le clou. C'est à nous de l'acheter. L'hôpital était en ville. Le clou était avec un gars qui était aux Almadies. Mes potes, ils ont pris la voiture. Ils ont appelé le gars, ils sont partis jusqu'aux Almadies. Le gars est venu au rond-point des Almadies en scooter avec un sac. Il sort la boîte avec le grand clou. C'est un long clou qui fait de ma cheville jusqu'à mon genou. Ils achètent le clou à 100 000 francs. Les gars reviennent à l'hôpital. J'ai fait mon accident à 5 h du matin. C'est qu'à 14 h que je suis rentré en bloc opératoire. Ça veut dire que j'aurais pu mourir à l'hôpital. La fille, même chose. On l'a pris en charge super tard. Je me rappelle avoir crié sur les médecins pour qu'ils m'endorment parce que je me sentais partir. Je sentais que j'étais en train de mourir et je voulais pas mourir en souffrant. Donc je demandais aux médecins de m'endormir. Je priais pour qu'ils m'endorment pour que je puisse mourir sans souffrir. C'était ça mon problème. Donc à 14 h, je rentre en bloc opératoire. Ils m'opèrent jusqu'à 1 h du matin. L'opération a fait à peu près 12 heures. 11 ou 12 heures, je sais plus. Je me suis retrouvé en salle de réanimation. Quand j'ai ouvert les yeux, je voyais en dos. Je voyais flou. 2 jours après, je me réveille dans ma chambre. Je ne savais pas trop ce qui s'était passé. Donc, mon problème, c'était de savoir est-ce que j'étais encore vivant. Parce que je me réveillais, mais dans ma tête, j'étais mort en fait. L'accident était tellement violent que je croyais que tout ce que je voyais, c'était la mort. Mon petit frère, il avait plus de force. Il est resté avec moi à l'hôpital. Je me rappelle que pendant la nuit à l'hôpital, je me réveillais en sursaut et je rêvais mon petit frère. Parce que ce que je voyais dans mon rêve, en me réveillant, c'était encore là. C'est comme si c'était réel, quoi. Mon petit frère, il me regarde, il me fait ça, il n'y a rien. Malheureusement, pendant des mois, c'était comme ça dans ma tête. Moi, je savais déjà qu'il y avait beaucoup de problèmes dans les hôpitaux au Sénégal, mais le truc qui m'a le plus choqué, il y a le professeur qui vient avec les élèves, il y a le bilan médical, il dit voilà, il a eu telle opération, tac, tac, tac. Pendant que le médecin, il parle, derrière les élèves, il y a les infirmières. Je vous jure, le professeur, il explique mon cas et tout aux élèves. Les infirmières derrière, elles volent nos médicaments. Imaginez ça. Tu viens dans la chambre d'un malade, tu sais pas le gars où il a trouvé son argent et toi tu dis que tu vas voler ses médicaments. C'est le premier truc qui m'a choqué à l'hôpital. On lui dit ouais, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous volez nos médicaments? Et elle dit
parce qu'il y en a qui en ont besoin. Mais man, on sait très bien qu'il y en a qui en ont besoin. Nous, on donne à ceux qui en ont besoin. Mais tu viens pas voler nos médicaments parce que tu vois un boy reste, tu crois que les gars, ils ont de l'argent, ils sont riches, whatever. C'est pas ton problème. Tu vas pas voler des médicaments. Imagine des infirmières qui volent des médicaments. Come on, man. Ça, c'était le premier truc qui m'a choqué. Après, j'avais beaucoup de visites. Le gardien, il est obligé de bloquer et de faire entrer les gens par groupe, entre la famille, les fans qui voulaient voir comment j'allais et les amis. J'avais plein de visites. Il y a un des infirmiers qui est venu dans ma chambre et on a sympathisé. Et le gars, un jour, il me dit, ouais, au Sénégal, écoutez bien ce que je vais vous dire. Malheureusement, il y a plein de gens qui partent, paix à leur âme, et plein de gens ne savent pas pourquoi ils sont partis. L'infirmier m'a dit que les professeurs dans les blocs opératoires, malheureusement, ils s'exercent sur des corps vivants ou sur des cas critiques avec les élèves. Les élèves s'exercent sur ces corps-là. Des fois, ça marche pas. Le patient, il meurt, il passe à un autre patient. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans les hôpitaux. C'est la chose qui m'a fait le plus mal. J'ai fait 2 semaines à l'hôpital. 2 semaines de merde. Il y a un médecin qui vient, tac dans la chambre. Oui, monsieur, vous allez rentrer chez vous aujourd'hui. Je dis, vous êtes fou, quoi. Comment je vais rentrer chez moi aujourd'hui? Ça fait que 2 semaines que je suis à l'hôpital. Je peux même pas lever ma tête. Vous me dites que je vais rentrer aujourd'hui. J'ai dit, non, je peux pas rentrer chez moi. Donc le professeur a vu ma mère. Il a dit, oui, madame, là, votre fils peut rentrer à la maison, c'est bon, ça va aller, on va le suivre. Suivre my ass, il n'y a eu aucun suivi médical. Dès que je suis sorti de l'hôpital, finito, plus d'appels, plus de messages, nada. Pour rentrer, il faut acheter un lit orthopédique, ça s'achète, ça tombe pas du ciel. C'est tac comme ça, on l'a acheté à 200 000, 250 000, le lit et le matelas. Eux, ils s'en foutent de notre suivi, ils s'en foutent du reste, quoi. Ça s'organise. Ça se fait pas comme ça. J'ai dit, moi, je rentre pas aujourd'hui chez moi. Les médecins ont dit, ok, bon, on vous laisse jusqu'à demain midi. On appelle l'ambulance vient me prendre et on est sur la route pour rentrer. Bam, l'ambulance fait un accident. L'ambulance dans laquelle j'étais. Accident sur la route. C'était quoi? À 5 minutes de chez moi. Le pire dans l'histoire. Le gars, il voulait faire un constat pendant que je suis dans l'ambulance. I was like, nah, this nigga crazy. Il nous a ramenés à la maison. Après, il est parti régler son constat, je sais pas. C'était très dur ce moment-là parce que c'était la première fois que ma fille elle me voyait et elle ne comprenait pas en fait. Elle m'a vu avec plein de gens, elle m'approchait même pas, elle me dépassait. Ça me faisait super mal quoi. De voir que ma fille ne peut même pas, ne reconnaît même pas son père. Et c'est très dur. Je me suis mis à faire des choses que je n'ai jamais fait de ma vie, sauf quand j'étais bébé, comme mettre des couches par exemple. J'avais pas le choix, je pouvais rien faire d'autre. Je ne pouvais pas bouger de mon lit. Et c'est très dur quoi, de voir des membres de ta famille qui t'aident pour faire tes besoins, qui te font ta toilette. Je pouvais vraiment rien faire, même pas lever ma tête. Il y a un truc qui me fatiguait, c'était que je voyais en double parce que le choc était tellement violent que ça avait dérangé des nerfs au niveau de mes yeux, je crois. Donc j'étais obligé de fermer un œil pour parler aux gens. Même mon portable, je ne pouvais pas l'utiliser au début. C'est mon petit frère qui écrivait pour moi. Donc heureusement, j'avais un oncle à moi qui était professeur. Qu'on a appelé. Un jour, mon oncle m'a demandé de l'appeler quand l'infirmière elle vient pour me changer les pansements, que je l'appelle pour lui dire, pour que lui il voit comment elle fait. Donc il arrive, il voit l'infirmière, comment elle procède pour me changer les pansements et il lui dit d'arrêter en fait, de ne plus revenir à la maison, que c'est plus la peine. Et je lui fais pourquoi il me fait parce qu'elle fait du n'importe quoi, elle va pas te soigner, elle est en train d'empirer ton cas. Parce que chaque fois qu'elle enlevait mes pansements, elle enlevait ma peau. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, le jour de l'accident, les dégâts étaient tellement graves au niveau de mon genou que les médecins ils voulaient m'amputer. Heureusement, ils l'ont pas fait, ils ont juste collé les morceaux qui restaient de mon genou et ils ont cousu, mais ils étaient à 2 doigts de m'amputer. Heureusement, Dieu merci. Je vais récupérer mon pied et je vais pouvoir remarcher. Ça va être très long, mais mon médecin m'a dit que j'allais pouvoir remarcher. Après, j'ai commencé à avoir des douleurs à mon bras qui est paralysé. Et je suis arrivé à un moment où c'était chaque 5 minutes, après chaque 2 minutes. Après, c'était tout le temps. Là, j'ai fait 1 an et 2 mois que les douleurs ne sont jamais parties en fait. J'ai appris à vivre avec, je dors avec. Il n'y a pas une nuit que j'ai dormi en entier sans m'être réveillé à cause des douleurs. Ça, c'est pas possible. Ça fait partie de ma vie maintenant. Et tant qu'on n'aura pas fini toutes les opérations pour brancher les nerfs qui sont détachés de ma moelle épinière, il y aura les douleurs en fait. Avec le traitement que je prends, on peut que atténuer les douleurs, mais on ne peut pas les enlever à 100%. C'est pas possible. C'est par étapes. J'ai fait une première opération, on attend les autres opérations.
Mais pendant ce temps-là, je suis obligé de vivre avec ces douleurs-là. Et c'est comme ça depuis mon accident. Quelques mois après, il y a un pote à moi qui est venu à la maison. Il est venu avec un autre gars que je connaissais, mais que je fréquentais pas trop. Mais voilà, moi dans ma tête, je me dis, même mon ennemi, je suis prêt à l'accueillir s'il vient pour une bonne cause, s'il vient pour, par exemple, me souhaiter un bon rétablissement ou pour, voilà, on enterre la hache de guerre, on fait la paix, il n'y a pas de problème. Moi, je suis toujours pour la paix, je suis toujours peace, il n'y a pas de problème. Donc, j'explique. Mon pote, il arrive et j'avais les AirPods là, les AirPods que tout le monde connaît. C'était très efficace pour moi parce que je peux décrocher juste en tapant dessus ou bien je peux changer de musique ou je peux parler à Siri pour appeler quelqu'un ou pour écrire un message. Donc c'était vraiment utile pour moi, ces AirPods là. Je les avais toujours à côté. Dès que je les utilise plus, je les enlève, tac, je mets dans le boîtier, je mets à charger ou je les mets sur la gauche. Ce gars là dont je parle qui est venu avec un autre gars, il vient, tac, il parle à mes oreilles pendant facile 20 minutes. Il parle, ouais, Ced, je te souhaite le meilleur. Bon rétablissement, sois fort, c'est la vie. Bref, il m'a parlé, il m'a donné de la force, il m'a donné beaucoup de force. Il a fini de parler, tac, tac, tac. Le gars, il part, il sort. Quelques minutes après, j'ai ressenti un truc bizarre. Moi, je n'étais pas tranquille dans ma tête. Je fais tac, tac, tac. Je vois que les AirPods ne sont pas là. Je demande à mon ex. Je lui dis, cherche-moi les AirPods si c'est pas à côté. Parce que je pouvais même pas tourner mon cou en fait. Je pouvais rien faire. Je pouvais que rester couché, ma tête couchée sur le lit, je pouvais rien faire d'autre. Elle cherche sur le lit, elle voit pas mes AirPods, elle cherche ailleurs et je lui fais non, c'est pas la peine. Elle me fait comment ça c'est pas la peine? J'ai fait les AirPods, ça peut être que sur mon lit, ça peut pas être autre part. En fait, le gars qui parlait à mes oreilles pendant 20 minutes, je venais de réaliser qu'il m'avait volé mes AirPods sur mon lit. Quand mon ex était en train de chercher un peu partout, ouais, c'est pas possible, comment ça a pu disparaître? Je lui disais que c'était pas la peine qu'elle cherche, elle allait jamais les trouver. Les AirPods ne peuvent pas s'envoler tout seul, ça va pas sauter tout seul. Les AirPods n'ont pas de pied quoi, tu vois un peu. Direct, moi j'ai su que c'était le boy qui avait volé mes AirPods. Mais j'étais tellement choqué dans ma tête. Donc ce que je fais, je lui envoie un message, je lui fais boy, ramène-moi mes AirPods s'il te plaît, je veux pas discuter s'il te plaît. Je vois, il lit mon message, il répond pas, je renvoie un autre message. Je commence à m'énerver. Je lui fais man, ramène mes AirPods s'il te plaît, sans problème, je vais pas te ramener de problème et tu me les déposes à la maison s'il te plaît. Il voit mes messages, il répond pas. On l'a cherché partout, on l'a pas trouvé. J'ai envoyé des messages, j'ai appelé comme un fou. Rien du tout. Le gars, on le voit pas, on sait pas où il est. On peut même pas déposer de plainte. Après, j'ai laissé tomber. Mais c'est cette chose-là qui a déclenché plein de choses après qui se sont passées. J'ai commencé à déprimer, j'ai fait une dépression parce que je comprenais pas ce genre de choses-là. Et le lendemain du vol, je me rappelle, mon petit frère, il a fait un petit truc, je sais plus ce qu'il avait fait, qui m'avait un peu dérangé. J'ai réagi comme un fou, en fait, j'ai pris mon portable, j'ai commencé à lancer, on me touchait, je criais sur les gens, je lançais tout ce qui était à côté de moi, je balançais des verres. Après, avec le temps, ça s'est un peu calmé et j'avais moins de problèmes de comportement. Et ils disaient que je perdais la tête, c'est eux qui me faisaient perdre la tête parce que moi, j'étais bien dans mon coin. C'est eux qui viennent me trouver sur mon lit, me voler. Il y avait toujours un problème dans ma tête. Moi, c'était pas clair parce que il y a eu trop de choses après ça qui ont suivi. Ça m'a ramené beaucoup de complications dans ma vie. Mais ça m'a en même temps appris beaucoup. J'ai beaucoup appris de ces choses-là. J'avais laissé les clés de chez moi à mon petit frère. Avec l'accident et tout, j'ai pas eu le temps de dire à mon petit frère, ouais, qui sont mes vrais gars, à qui tu dois faire confiance, à qui tu dois pas faire confiance. J'ai pas eu le temps. Et moi, je savais pas que chaque fois qu'il rentrait à la maison, enfin chez ma mère, il laissait les clés de chez moi avec un pote. Genre, c'est un pote à moi qui habitait là-bas. Mais moi, je ne savais rien. Pendant 2 mois, il a foutu que de la merde. On m'a volé ma montre en diamant que j'avais gardée en bien matériel pour ma fille. Il y avait des bagarres dans mon studio. Ils utilisaient mes habits pour faire le ménage. Mes habits que moi, je porte. Ils utilisaient mes habits pour nettoyer le sol. Tout ça, c'est mes gars, c'était mes potes à moi, des gars avec qui je traînais. Mon petit frère leur a fait confiance, je ne vais pas lui en vouloir, je lui en voulais beaucoup, je ne lui parlais pas pendant 2 mois à cause de ça, mais après, bon, je me suis dit, c'est pas de sa faute, parce que bon, c'est après qu'il a su, quoi, lui aussi, qu'il avait merdé. Il savait pas, il a fait confiance juste à mes potes, parce que c'était mes potes. J'avais commandé un fauteuil électrique, donc dès que le fauteuil électrique est arrivé, j'ai commencé à être plus mobile, je pouvais me lever de mon lit parce que le fait de ne pas pouvoir bouger pour régler tous ces petits problèmes là, les gars qui ont foutu le bordel chez moi, quand on me fatigue dans ma tête, je peux pas sortir pour prendre de l'air, quand on me vole mes affaires, je peux pas aller les chercher moi-même. C'est à cause de ce jeu, des petits trucs comme ça que j'ai fait une dépression parce que je peux pas bouger, je suis impuissant, je suis là sur mon lit, on me fait du mal, on me fait des choses, mais moi je peux rien faire. J'encaisse,
et je reste sur mon lit. Quand j'ai su que les gars avaient foutu le bordel pendant 2 mois chez moi, que la facture de courant était montée à je sais pas combien, alors que c'est eux qui étaient dans mon studio, qui étaient chez moi, ils faisaient leur bordel. Pendant ce temps, moi je payais les factures pendant que j'étais sur mon lit. La 3e facture, 4e facture est arrivée à je sais pas combien. J'ai dit maintenant, vous tous là qui étaient dans mon studio, qui étaient chez moi tous les jours là, maintenant payez. Je vous jure que personne ne m'a donné 100 francs pour payer le courant. Ça veut dire que tous mes gars qui étaient chez moi, dans mon studio, dans mon salon, dans ma chambre, dans mon jardin, personne ne m'a donné 100 francs pour payer le courant. À part, je ne peux pas dire son nom, un membre de mon staff qui m'a donné 5000 francs. Alors que la facture de courant avait dépassé les 100 000, de loin même. Mais c'était un geste, j'ai apprécié ce geste-là. J'avais une grande villa, donc le loyer était un peu élevé. Et moi, je voulais pas perdre ma maison, donc voilà, il y avait mon studio qui tournait, que je voulais pas perdre. Il y avait voilà, mes affaires, quoi. C'était chez moi. Et moi, dans ma tête, je me dis qu'en fait, pendant ces 2 mois, 3 mois-là, j'ai payé presque 1 million de loyer pour des gens qui foutaient la merde chez moi, en fait. Quand je suis rentré chez moi la première fois, après avoir commandé mon fauteuil électrique, parce que c'est là où je suis sorti de ma dépression, parce que j'ai pu sortir de mon lit avec ma chaise électrique, faire des tours dans la maison. Et après, mon cousin est venu, il m'a fait sortir. Et quand je suis sorti, c'est là où je commençais à pouvoir me déplacer jusqu'à aller chez moi. Le premier jour où je suis allé chez moi, que je suis rentré dans ma chambre, mes amis m'ont porté jusqu'à ma chambre, j'ai failli vomir. J'ai vu tous mes habits qu'ils utilisaient comme serpillère. Je me suis dit, comment les gens avec qui je traînais avant, pendant que moi je suis dans cet état-là, ils font autant la fête chez moi avec mes affaires personnelles. Ils volent mes affaires, ma montre en diamant que j'avais gardée pour ma fille, qu'ils ont volé. Le jour où j'ai découvert ça, j'ai failli devenir fou. J'ai fait quoi? J'ai fait le ménage, tout simplement. J'ai mis tous les gars de côté. Tous les gars avec qui je traînais, je les ai tous mis de côté. J'ai payé mes factures et voilà, je les ai oubliés, tout simplement. Après 4-5 mois, on va dire, là, je dois retourner à l'hôpital pour enlever les fixateurs que j'avais, parce que j'avais des fixateurs partout dans la jambe. Je prends rendez-vous et ils me donnent une date. La veille de cette date-là, j'appelle, tac, je dis, est-ce que c'est toujours confirmé pour demain? Ils me disent, non, monsieur, désolé, on va pas pouvoir faire l'intervention parce qu'il y a une grève. J'ai fait, ok, il y a une grève. Il y a une grève de quoi? Elle me dit, la grève des infirmiers. Malheureusement, c'est eux qui ont le matériel du bloc opératoire. J'ai fait, donc moi je fais comment en fait? On va pas m'opérer quoi. Ils me disent, non, il faut attendre que la grève finisse. I was like, what you fucking talking about? J'ai fait, ok. J'ai coupé mon téléphone, j'ai réfléchi, tac. On s'est dit qu'on va aller dans un autre hôpital, tout simplement. Donc je prends un rendez-vous dans un autre hôpital. On prend rendez-vous avec l'ambulance. Ils viennent me prendre le jour du rendez-vous. Je vais à l'hôpital. Et le médecin rentre dans l'ambulance, il me regarde de haut en bas, il me dit, désolé monsieur, on ne va pas pouvoir vous prendre. J'ai dit, comment ça vous n'allez pas pouvoir me prendre? Vous me faites venir jusqu'ici. Le médecin il me dit, ouais non, parce que vu votre état, c'est un peu délicat, on va devoir tout reprendre à zéro. Vaut mieux rentrer chez vous et attendre que la grève finisse. J'ai dit, mais moi je ne sais pas quand cette grève-là va finir. Ça faisait déjà, je crois, 1 mois qu'il y avait la grève, parce que le temps qu'on prenne rendez-vous, qu'on cherche un autre hôpital, 1 mois est passé. Donc je crois qu'il y avait 1 mois de grève. Je dis, ça fait 1 mois qu'il y a eu une grève, comment ça, vous me dites de retourner dans l'hôpital où j'étais? Et on a réfléchi, on s'est dit, c'est vrai que là, tout reprendre à zéro, ça se trouve peut-être plus long que même 1 mois. Donc on s'est dit, ok, on retourne à la maison. Donc on est retourné à la maison. On s'est déplacé pour rien. J'arrive à la maison, je suis découragé, je ne sais plus quoi faire. 3-4 jours après, il m'envoie un message pour me dire, viens à l'hôpital demain à Jeun. Il faisait 20h. Il me dit, demain à 8h, viens à Jeun à l'hôpital. Il faut qu'on commande une ambulance. Donc tout ça, là, il faut régler ça entre 20h et le lendemain à 8h. Je n'ai pas vu d'anesthésiste pour voir s'ils peuvent m'endormir, s'ils peuvent me faire une anesthésie générale. J'ai pas fait de prise de sang. J'ai rien fait. Il me dit juste un SMS. Viens demain à 8h du matin à Jeun. Ça se prépare une opération. Le lendemain à 8h, je vais à l'hôpital. Tac, je fais une opération qui a duré à peu près 4 heures de temps. Ils m'ont endormi pour enlever les fixateurs et les broches.
Je me réveille en salle de réveil. Le brancardier, il arrive de la salle de réveil, il me déplace et il m'amène directement dans l'ambulance. Et là, je commence à me poser des questions. Je me lève et on me dit non, monsieur, il ne faut pas vous lever parce qu'après une opération où vous faites l'anesthésie générale, tu dois rester à peu près 24 heures sans te lever. Il faut rester couché le temps que l'anesthésie passe. Il y a des choses à suivre en fait. Et moi, je vois que de la salle de réveil, on m'a ramené directement dans l'ambulance. Et on fait quoi là? On va où? Ils me disent on va à la maison. J'ai dit est-ce que vous êtes fous? Comment on va aller à la maison? Je viens de sortir de la salle de réveil et vous me dites que vous allez me ramener à la maison tout de suite. Comment c'est possible? J'appelle ma mère, je lui dis maman, comment ça se fait qu'on rentre à la maison? Là elle me dit ah moi je sais pas, c'est le professeur qui a dit que tu peux rentrer. J'ai dit non, c'est pas possible. Je peux pas sortir de la salle de réveil directement dans l'ambulance pour aller directement à la maison. C'est pas possible. J'ai dit à ma mère appelle le professeur. Donc elle appelle le professeur, il arrive, oui. Elle dit ouais mon fils il n'est pas d'accord pour qu'on rentre à la maison tout de suite. Il me fait mais moi je vous ai pas dit de rentrer à la maison, je vous ai dit que vous pouvez sortir. Je sais pas si vous allez dans une clinique ou je sais pas, je vous ai juste dit de sortir. Et là je regardais ma mère, j'ai dit tu as vu maman, tu les écoutes, ils m'ont charcuté tout le corps pour me faire rentrer genre 2 heures après quoi. L'opération, que je me réveille comme ça, je vais à la maison. Ça n'existe nulle part. 24 heures, je dois rester dans l'hôpital, minimum, si c'est pas plus. C'est après, au fait, que j'ai compris qu'il n'y avait pas de place dans l'hôpital. Et après, ils s'en foutent si on était sortis, c'est plus leur problème. C'est à nous de nous débrouiller si on va à la maison, si on va dans un hôpital ou une clinique ou whatever. Si j'avais pas fait un tilt et je ne m'étais pas levé pour dire à ma mère, maman, comment ça se fait qu'on rentre à la maison? Et j'allais rentrer à la maison comme ça. Il aurait pu m'arriver quelque chose. Peut-être je manque de sang, peut-être je manque de fer. On ne peut jamais savoir ce qui peut m'arriver. J'aurais pu mourir à la maison. Finalement, ils me refont descendre de l'ambulance et ils m'amènent dans une chambre commune avec 3 autres personnes. Ils me couchent, tac, ils me mettent à côté et donc je suis avec 3 autres personnes dans la chambre de l'hôpital. J'avais envie d'uriner. J'ai demandé à l'infirmière de m'amener un pistolet. Un pistolet, c'est pour uriner en fait. Dans les chambres d'hôpitaux, il y a des pistolets. C'est pour pouvoir uriner sans aller aux toilettes. Pour ceux qui ont des difficultés à aller aux toilettes, ils urinent dans le pistolet. Donc je lui demande un pistolet, comme il y en a dans tous les hôpitaux. Et elle me dit non, il n'y en a pas, vous n'avez qu'à prendre une bouteille et vous utilisez ça pour uriner. J'ai dit quoi? Elle me dit prenez une bouteille là, vous utilisez ça pour uriner. J'ai fait comment ça une bouteille? Elle me fait faites comme tout le monde, vous prenez une bouteille, vous coupez la bouteille et vous pissez dedans. Vu que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire, j'étais obligé de faire ça. On a pris une bouteille, on a coupé et j'ai uriné dans la bouteille. Pour vous dire ce qui se passe en ce moment dans les hôpitaux au Sénégal. Et donc dans la chambre TAC, il y a un médecin qui vient avec les élèves pour leur expliquer le cas de chacun des malades qui étaient dans la chambre où j'étais. Donc il parle du cas du gars, du cas d'une femme, d'un autre malade. Après il arrive à moi et il parle aux élèves, il explique mon cas, lui il a fait un accident. Tac. Quand il a fini, je lui demande excusez-moi monsieur, est-ce que je peux savoir quand est-ce qu'on va faire l'IRM? L'IRM c'est une imagerie qu'on fait, c'est comme les radios, tout ça, sauf que c'est beaucoup plus approfondi, c'est pour voir les nerfs, où les nerfs ont été touchés. Parce que j'avais pas fait d'IRM, parce que les machines du Sénégal ne peuvent pas prendre le fer, parce que j'avais des fers à l'intérieur, jusqu'à présent d'ailleurs, j'ai des clous et tout. Et malheureusement, les machines du Sénégal ne sont pas assez avancées pour pouvoir prendre les fers là que j'ai en moi dans la machine parce que c'est pas compatible. Parce qu'il y a beaucoup d'aimants et si jamais je rentre dans la salle même là où il y a ces machines, je peux être aspiré par la machine. Donc c'était hors de question de faire l'IRM. Sauf qu'il fallait qu'on le fasse très vite pour savoir où les nerfs ont été touchés pour opérer. Parce que mon bras était paralysé, et paralysé d'ailleurs. Donc il faut opérer pour tenter de récupérer le maximum qu'on peut. Pour ça, il faut faire l'IRM. Mais pour faire l'IRM, il faut enlever les fers. Et pour enlever les fers, il faut que mes os se consolident. On est d'accord? Donc je demande au gars, est-ce qu'il y a une manière de pouvoir enlever les fers, faire l'IRM et puis le remettre? Parce qu'en France, je me suis renseigné, en urgence, ils le font. Ils enlèvent les fers, ils font les examens et après ils peuvent remettre les fers s'il y a une urgence. Et moi, effectivement, il y avait une urgence parce que j'étais au 4e ou 5e mois, je ne sais plus. Et l'opération des nerfs
doit se faire avant les 6 mois. Donc je demande au médecin, est-ce qu'on peut enlever les fers pour faire l'IRM? Il me dit non. J'ai fait, donc comment on peut faire? Parce que là, on va bientôt arriver à 6 mois, il faut que je fasse l'IRM. Il me dit, je suis désolé, mais on ne peut pas enlever le fer que vous avez dans le pied parce que les os ne sont pas encore consolidés. J'ai fait, donc comment je vais faire? Parce que là, je risque de perdre ma main, seulement parce qu'on ne peut pas enlever les fers. Et je lui parle, je lui dis qu'en France, c'est possible, ça se fait. Il dit, oui, monsieur, de toute façon, votre bras, il est déjà paralysé. Hein. Donc, qu'on fasse l'examen maintenant ou après, c'est la même chose, votre bras est déjà paralysé. C'est ce que le médecin m'a répondu. Je suis entre qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois le répondre? Est-ce que je dois l'ignorer? Est-ce que je dois prendre sur moi? Excusez-moi. Et je me demande, à ce moment-là, je me dis, des gens qui souffrent beaucoup sur cette terre et on ne le sait pas en fait. Parce que moi, j'ai eu la chance j'ai eu le courage de le faire, de le dire, de le montrer. Mais j'imagine sur cette terre combien de personnes sont en train de souffrir en silence. Parce que moi, si je fais cette vidéo-là, c'est pour porter la voix de plein de gens qui n'ont pas le courage de le faire. J'ai mis du temps avant de faire cette vidéo-là. Excusez-moi, j'ai mis à peu près 1 an. J'ai hésité avant de faire parce que c'est très dur à faire. De faire des telles révélations. Et voilà. Il faut vraiment beaucoup de courage. Et donc, quand le médecin m'a répondu ça, il m'a dit, de toute façon, votre bras est déjà paralysé. Je ne savais plus quoi dire en fait. Je me suis juste retourné et je n'ai plus regardé jusqu'à qu'il sorte de la salle parce que je ne pouvais plus rien dire, je ne savais pas quoi dire. Donc j'ai regardé sur ma gauche et voilà. J'ai attendu qu'il sorte de la salle et j'ai dit à ma mère, je veux rentrer à la maison, je ne peux plus rester ici. C'est à ce moment-là que j'ai dit à ma mère que je ne voulais plus qu'on me touche au Sénégal. Et c'était la dernière fois qu'on m'a touché au Sénégal. Donc voilà, j'ai dit à ma mère d'appeler une ambulance. Elle a appelé une ambulance. Je lui ai dit de récupérer mon dossier médical avec les médecins. Elle a tout récupéré. Et l'ambulance est venue me chercher. Donc j'arrive chez moi. Le lendemain de l'opération, là où ils ont enlevé mes fixateurs, ils ont enlevé quelques broches qui étaient au niveau de mon bras. J'étais sous perfusion et sous morphine et tout, à cause des douleurs. Donc dès que j'arrive à la maison, les douleurs reviennent. Et je demande à ma mère de sortir l'ordonnance pour qu'on puisse prendre les médicaments qu'il faut. Et on ouvre le dossier médical, on cherche partout. Et on voit qu'il n'y a pas d'ordonnance. Les médecins nous ont libérés sans ordonnance en fait, le lendemain de mon opération. Ça veut dire que c'était à moi de savoir quoi prendre comme médicament. Pendant au moins 5 mois, je prenais des antibiotiques. Et vu que je n'avais pas de suivi de l'hôpital, et voilà, mon oncle, quand il venait à la maison, c'était que pour changer mes pansements, tout ça. Il ne savait pas vraiment le traitement que je prenais. Moi, je prenais des antibiotiques pendant plus de 5 mois. C'est un jour que je parlais au téléphone avec un oncle à moi qui est médecin aussi. Et voilà, je lui parlais des médicaments que je prenais. Et quand je lui ai dit que je prenais des antibiotiques, il m'a dit que je devais les arrêter des mois avant. Mais moi, vu que je n'avais pas de suivi, on m'a laissé prendre des antibiotiques. Je reprenais les médicaments qu'on m'avait prescrit. Je prenais les médicaments comme ça dans le vent. Je prenais des antibiotiques alors que je devais arrêter bien avant. C'est là où j'ai arrêté de prendre des antibiotiques. Les anticoagulants, même chose. Tant que je ne marche pas, je ne dois pas les arrêter. Et je me rappelle que quand je suis allé pour me faire opérer, le professeur à l'hôpital a dit que je pouvais arrêter alors que je ne devais pas arrêter. Les anticoagulants, ça peut ramener des grosses complications vu que j'avais encore des cicatrices, des plaies et je ne marchais pas encore. Donc je ne devais pas arrêter les anticoagulants, mais on m'a dit d'arrêter. Je ne sais pas pourquoi. Je dis à ma mère, on ne me touche plus au Sénégal, c'est fini. Je veux quitter ce pays, je veux aller en France, on va me soigner là-bas. Mais ici, c'est fini, on ne va plus me toucher ici. Avec tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on m'a fait, j'en ai assez. J'ai assez encaissé et j'en peux plus. Je veux quitter le pays et voilà. Je veux aller me faire soigner autre part.
Donc c'est là où j'ai commencé à prendre les choses en main. J'ai vendu mon fauteuil électrique, j'ai vendu mon lit orthopédique. J'ai commencé à vendre tous mes trucs que je pouvais vendre. Je me suis acheté mon billet d'avion et je suis allé en France. Après tout ce qui s'est passé, je suis encore là pour vous parler. C'est vrai que c'est pas facile, des fois j'ai des moments de faiblesse, je suis un humain, je suis comme tout le monde. C'est vrai que je suis fort, mais voilà, des fois c'est pas facile. Je me pose beaucoup de questions. Des fois je ne réalise pas ce qui m'arrive. Mais je crois en Dieu, donc voilà, on garde espoir. Je vais me battre jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Merci à vous pour la force que vous me donnez, votre énergie. Je vois vos messages. Big up à vous, la famille. Cette vidéo, je tenais à la faire parce que voilà, il fallait que ça sorte. Et voilà, c'était la dernière vidéo où je parle vraiment de ce côté accident, ce côté négatif de ma vie. Ce côté que je n'oublierai jamais. On va continuer les vidéos. Je compte sur vous. Suivez-moi sur ma page Instagram, sur mon Snapchat. Suivez-moi tous les jours. Accompagnez-moi. On avance ensemble. Big up à vous, force à vous. Et on prie pour ceux qui sont dans le même cas que moi ou pire. On prie pour les malades, pour ceux qui ont besoin de force. J'ai vu dans la première vidéo que je donnais beaucoup de force aux gens, aux malades aussi qui sont à peu près dans le même cas que moi ou pire même. Big up à vous, force à vous, gardez la force, priez beaucoup. Et puis voilà, nous on va prier pour vous aussi. Merci à tout le monde pour la force, merci pour l'énergie. Et voilà, on continue avec plein de vidéos. Les prochaines vidéos vont être beaucoup plus positives. On va changer de concept, on va changer de thème. C'est fini, on ne parle plus d'accidents. On parle maintenant que de choses positives. On fait des délires, on va faire des FAQ encore. Je compte sur vous pour poser toutes vos questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et je les lirai. Je répondrai aux questions dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, c'est très important pour moi, pour recevoir une notification quand je posterai une vidéo. So, abonnez-vous à ma page. Big up la famille, merci pour tout. Cheers. C'était Super Set et Chill Double N. Oh là là. Okay.